13 septembre 1952. 1h du matin à Woodstock City, 9h du matin à Moscou. Dans les bureaux du KGB, Rimlyanin, un haut gradé, était au téléphone avec Mr. Bixil. Vous vous foutez de moi ou quoi? Bixil! Les documents perdus! Notre argent volé! Et le pire, notre ambassadeur assassiné! Vous cherchez à provoquer la troisième guerre mondiale ou quoi? Bixil! Croyez-moi, tout ceci n'est qu'un regrettable accident. Comme je vous l'ai expliqué, nous avons été la cible d'une bande de petits merdeux. Qui me dit que tout ceci n'est pas encore une ruse de votre pays pour vous en prendre à ma patrie? Vous devez me croire. Je n'y suis pour rien, moi. Retrouvez ces documents, Bixil! Sinon les conséquences diplomatiques pourraient être catastrophiques pour nos deux peuples! Bah, vous êtes marrant, vous aussi. Vous vous doutez bien que je n'ai personne ici au courant de notre petit marché. Je ne peux pas envoyer la CIA à la recherche de ces documents. Ils seraient perdus pour vous ensuite. Puis alors moi, je vous en parle même pas. C'est la tôle, direct. Vous n'avez pas l'air de comprendre à quel point la situation est grave. Mes dirigeants se fichent pas mal de vos histoires. Retrouvez les documents et c'est tout! Écoutez, j'ai une idée. Un homme dans ma position est en mesure de fournir des visas très facilement. Faites venir vos agents dans mon pays pour retrouver les valises. Je m'occuperai de la douane à leur arrivée. Soit, puisqu'il n'y a visiblement pas d'autre solution. Je vous rappellerai plus tard. Il raccrocha. Rimlyanin était un grand chauve aux traits de visage carnassiers. Se trouvaient devant lui plusieurs piles de dossiers, agencés sur son bureau de façon millimétrée, trahissant le côté maniaque de cet homme. Son imposant bureau, tout en chêne massif, était une véritable œuvre d'art. Verni et lustré, il était étincelant. Le reste de la pièce était lui aussi impeccablement organisé. C'était une vaste pièce, haute de plafond, typique de ces bâtiments de l'époque tsariste. L'énorme étoile rouge en relief, recouvrant tout le mur derrière le bureau, rappelait néanmoins que le temps des nobles était bel et bien révolu. Rimlyanin composa à présent un nouveau numéro de téléphone. Dina! Viens à mon bureau, ma belle! J'ai une mission un peu plus importante à te confier. Et prends tes deux meilleurs agents avec toi. Woodstock, 8h du matin. Dans leur bureau de la police de Woodstock, l'inspecteur Jedi et l'agent Roll étaient en train de parler basketball tout en buvant leur café. Ils n'aimaient pas démarrer trop rapidement leur journée. Non, mais là, je suis pas d'accord. Vous pouvez pas dire que les Knicks n'ont pas fait le taf ces 2 dernières saisons. Je les trouve trop statiques sur le terrain. Ils ont joué les 2 dernières finales, putain. Et ça s'est joué à rien. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Ils ne parviennent pas à gagner parce qu'ils ne sont pas assez agressifs. Bon, on va arrêter là cette conversation. On tombera pas d'accord de toute façon. Soudain, la porte de leur bureau s'ouvrit en fracas. Un visage familier de longue date fit son apparition. Bonjour messieurs. Chef, vous êtes de retour? Les deux hommes semblaient contents de revoir leur ancien chef. Alors, c'est comment la CIA? Horrible. Il n'y a que des gens sérieux là-bas. Et Dieu sait que je n'aime pas les gens sérieux. Les gens sérieux, c'est chiant. Content d'être parmi nous alors? Avec des gens moins sérieux? Oui, mais ce sera bref. Juste le temps d'une enquête que la CIA aimerait vous confier. Mais dites-moi, vous bossez sur quoi en ce moment? L'affaire des braquages de banques en série. Et ça avance? Pas du tout. On n'a aucune piste. Ah, tant mieux. Parce que vous allez bosser sur autre chose maintenant. Quoi donc? Fermez-leur, je vais vous le dire. La CIA s'est fait dérober des dossiers militaires. On ne sait ni par qui, ni comment cela s'est déroulé. D'autant que très peu de personnes ont accès à ce type de dossier. Depuis quand c'est la police de Woodstock qui est en charge de ce genre d'affaires? Eh bien, depuis que l'un de nos espions nous a confirmé dans son dernier rapport que ces documents seraient à présent perdus quelque part dans Woodstock. Entre les mains de parfaits inconnus. Comment est-ce possible ça? Probablement l'œuvre d'un gang. Si j'étais vous, j'opterais pour le Westgate. C'est là que finit tout ce qui se fait voler dans cette ville. Si vous avez d'autres questions, retenez-vous 5 minutes, je vais me chercher un café. Qui en veut un?
Non, moi j'ai toujours le mien. Moi j'en veux bien un deuxième. Voyons, je ne disais ça que pour la forme, inspecteur. Ne bougez pas d'ici. Jacob quitta la pièce. Jacob était un homme au comportement et à l'accoutrement très farfelu. Il avait plus l'allure d'un junkie que d'un gradé de la CIA. Je l'aime bien, moi, ce mec. Je trouve qu'il parle bien. Je ne l'ai côtoyé que quelques semaines au final. Il est parti 3 semaines après mon embauche. C'est une tête ce gars. Il a résolu je ne sais combien d'enquêtes en très peu d'années de carrière. Et a gravi les échelons de la police en un rien de temps. C'était il y a 5 ans, pendant les années noires de Woodstock City. Une guerre faisait alors rage, dans le West Quay, entre différents chefs de gang qui cherchaient à prendre le pouvoir. Il y a eu de nombreuses victimes. Des gangsters, certes, mais également des collègues, ainsi que de pauvres innocents, et ce dans toute la ville. Mais Jacob réussit à coffrer ces salopards du West Quay, et la guerre prit fin. C'est de cette époque que date son excellente réputation, à tel point que c'est la CIA elle-même qui est venue le débaucher, l'année dernière, tant il leur fallait un mec comme ça chez eux. 11h du matin. Un jet privé russe atterrissait sur le sol américain. Rassurez-vous, tout était en ordre. Il avait eu l'autorisation d'atterrir sur cette petite piste à l'extérieur de la ville par un dénommé commandant Bixil de la CIA. Sortie de cet appareil, Dina, une jolie brune au regard vif. Petite au teint mat, elle portait un tailleur qui lui donnait un air réellement sexy. Elle était suivie de 2 hommes barbus au crâne rasé. Malgré le fait qu'ils portaient tous 2 des lunettes de soleil, on devinait qu'ils avaient le regard menaçant. Ils portaient des smokings et transportaient d'énormes valises. Le premier, petit au visage fourbe, se nommait Koskov. Le deuxième, un robuste guerrier avec une petite boucle d'oreille, semblait sortir tout droit d'un film d'épouvante. Il se nommait Chris. Bixil et Sonia étaient venus les accueillir. Bixil leur fit signe de bien vouloir prendre place à l'intérieur de sa voiture. Au même moment, à Moscou, Rimlyanin était à nouveau au téléphone. Allô, professeur. Les documents que vous m'aviez chargé de récupérer ont été perdus. Votre ami américain a été victime d'un cambriolage. Cependant, rassurez-vous, 3 de mes meilleurs agents sont sur place. Nous espérons reprendre rapidement le contrôle de la situation. Une fois de retour à son domicile, Bixil emmena les 3 agents russes dans son bureau. C'était une pièce lumineuse, avec de grandes baies vitrées et de nombreuses plantes vertes. « Souhaitez-vous des rafraîchissements ?» Il se tourna vers sa servante. « Sonia, soyez gentille. Allez nous préparer une limonade. Et pensez à donner à manger à mon hamster Angora. Je ne devrais pas avoir à le dire, ça. » Il se retourna à nouveau vers les Russes. « Veuillez excuser le manque d'initiative de ma servante. » Les 3 Russes avaient pris place sur 3 modestes petites chaises en bois face à l'imposant bureau de Bixil. Le soleil de cette fin de matinée venait se refléter sur le bois verni de cet immense bureau. Dina était au milieu. Elle attendit que la soubrette ait quitté la pièce avant d'enfin prendre la parole. Et si nous en revenions à nos affaires ? Oui, bien sûr. Fort heureusement, nous avons évité l'incident diplomatique. Nous n'avons rien évité du tout. C'est simplement que Rimlyanin a eu l'intelligence de ne pas divulguer ce qu'il s'est passé ici. Toutefois, soyez-en sûrs, si nous ne résolvons pas très vite ce différend, une guerre pourrait bien éclater. Écoutez, vous devez bien comprendre que la guerre n'est pas dans notre intérêt. Cependant, ce conflit idéologique qui oppose nos 2 pays est une aubaine pour Rimlyanin comme pour moi. Nous avons la possibilité de gagner beaucoup d'argent en investissant dans la recherche militaire. Jamais nous n'aurions eu cette avancée technologique si soudaine, sans un intérêt économique et politique derrière tout ça.
Il est donc tout aussi important pour moi comme pour vous que vous récupériez ces documents au plus vite. Dina se sentait profondément offensée. L'idée que ce gros porc capitaliste puisse s'arroger le droit de lui donner des ordres lui était insupportable. Vexée, elle haussa le ton. Gardez cette logique capitaliste pour vous, Bixil. Elle n'est pas valable en URSS. J'ai appris à mes dépens que les paroles des dirigeants de votre pays ne sont que balivernes. Je n'ai cependant pas d'autre choix que de travailler avec vous. Mais laissez-moi maintenant vous présenter les 2 agents qui m'accompagnent. Koskov dit Lafouine. Il est le plus rusé, le plus sournois, le plus habile de tous nos agents. Il est notre meilleur espion, capable de s'introduire n'importe où, de voler sans être vu et de tuer en silence. Autant le dire, il est parfait pour cette mission. Et dans un style contraire, mais tout aussi redoutable, Chris dit l'ours de Sibérie. On l'appelle comme ça car d'après la légende, il a été élevé par des ours polaires. Ancien soldat de l'armée rouge, il serait le premier soviétique à être entré dans Berlin en 1945, après avoir massacré à lui tout seul toute une compagnie allemande. Le reste de son régiment ne l'aurait rejoint que 3 heures plus tard. C'est un expert en armement et en combat rapproché, et il aime tuer les gens en leur broyant le crâne entre ses mains. Eh bien, je ne sais pas si j'ai eu une bonne idée en vous faisant entrer sur le territoire, moi, du coup. Dans le dos de Dina, Koskov et Chris discutaient à voix très basse. Tu crois que ça le fait si je vais draguer la serveuse en attendant qu'ils discutent? Si tu passes par la cuisine, ramène-moi bouffer s'il te plaît. J'ai faim. Bixil, plus sceptique que jamais, tentait de se rassurer. Dame Dina, je mise gros sur vous. Vous devez me faire confiance. Nous jouons dans la même équipe. Un sourire ne tarda pas à apparaître au coin des lèvres de Dina. Vous savez, Bixil, c'est à ça qu'on différencie le mieux 2 peuples, à leur loisir. Vous, les Américains, vous êtes des joueurs de poker. Vous bluffez, vous misez, vous dissimulez vos intentions et espérez tout rafler à la fin. Mais nous, les Russes, nous sommes des joueurs d'échecs. Ce qui nous importe, c'est la stratégie. Nous vous observerons coup par coup et agirons en retour en fonction du déroulement de la partie. Je le crains, Bixil, vous avez pris les choses trop à la légère. Et à présent, la situation vous échappe. Maintenant, veuillez nous excuser, mais nous avons du travail. Sur ces mots, les 3 Russes se levèrent et quittèrent la maison. Bixil prit un instant pour lui. Il inspira profondément. Puis, il se saisit de son téléphone. « Allô, oui, c'est moi. Rassurez-vous, les documents pour votre ami le Russe seront bientôt récupérés. J'ai fait venir ici 3 de leurs agents. » Je suis déjà au courant. Ah oui ? Mais comment le savez-vous ? Peu importe. Vous êtes un imbécile, Bixil. Non mais dites donc, je ne vous permets pas. Si les Russes retrouvent ces documents avant vous, il n'y aura plus rien à négocier. Retrouvez-les avant eux. Il raccrocha. Putain, j'en ai marre, moi. Sonia entra dans la pièce et approcha de son maître, avec un plateau sur lequel reposaient 4 verres et une carafe de limonade. Votre limonade, monsieur. Putain, mais vous ne voyez pas que c'est trop tard, là ? Ils sont déjà partis, pauvres courges ! Une heure de l'après-midi, dans les bureaux de la police de Woodstock. Inspecteur, j'ai de mauvaises nouvelles à vous annoncer concernant l'évasion de Platium. Le directeur de la prison pense qu'il avait un complice parmi les gardiens. Alors c'est donc que quelqu'un dans cette ville a voulu le faire évader. Probablement pour avoir recours à ses services. Mais qui ? Quelqu'un de puissant, je le crains. Alexander Bird, alias Platium, est le meilleur tueur à gages de tout le pays. À l'époque, il fut engagé par la pègre de Woodstock City pour exécuter tous les sales boulots. C'est comme ça que cette ordure est arrivée dans ma ville. Mais la pègre n'existe plus à Woodstock. C'est exact. Faut dire que le chef Jacob et moi-même avons œuvré pour cela, mon petit gars. On vous parle souvent de la guerre des gangs. Faut dire qu'elle fut particulièrement meurtrière. Mais la pègre fut pour cette ville une maladie bien plus funeste et sournoise. Fort heureusement, nous avions réussi à arrêter toute cette vermine. Seul un mafieux, connu sous le pseudonyme de Billy, nous avait échappé. Il a disparu. On pense qu'il est mort. Et pour finir en beauté, j'avais réussi à coffrer ce salaud de Platium. Ce fut entre lui et moi le jeu du chat et de la souris. Le savoir aujourd'hui en liberté
me donne envie de vomir. Jedi se mit ensuite à rêvasser, le regard dans le vague. Puis, il se ressaisit. Bon, bref, là je n'ai pas le temps de discuter. Venez avec moi, Harold. Nous allons au bureau de la CIA enquêter sur cette histoire de documents volés. Le commandant Big Seal est le responsable des archives. On va commencer par là. Pourquoi aller à la CIA? C'est eux qui ont démarré l'enquête. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on sait que c'est l'œuvre des gangsters. Vous n'avez pas vu le rapport de leur espion? Si, mais je doute fortement que des gangsters aient pu s'introduire dans les bureaux de la CIA. Quelqu'un a forcément dû sortir ces documents avant de se les faire voler. Vous insinuez que c'est Big Seal? Jedi enfila son grand imperméable beige et posa son chapeau sur sa tête. Je n'insinue rien du tout. J'aimerais simplement comprendre. 1h30 de l'après-midi. À l'accueil de la CIA, une jeune sous-officier, aux cheveux châtains et aux beaux yeux saphirs, répondait aux questions des deux enquêteurs. Elle paraissait bien trop frêle pour une militaire, mais elle avait du tempérament. Elle était bien évidemment au fait de cette enquête. Le commandant Big Seal? Oui, bien sûr. Vous avez de la chance, il vient juste d'arriver. Il était absent ce matin. Un agent va venir vous chercher et vous conduira à son bureau. 5 minutes plus tard, dans le bureau du commandant Big Seal. Je ne vois vraiment pas ce que vous me voulez. Vous êtes bien le responsable des archives, non? Comment un tel braquage a-t-il vraiment pu avoir lieu ici? Ce bâtiment est hautement sécurisé, et l'accès à la salle des archives réglementé. Relisez notre rapport, inspecteur. Nous n'en savons rien. C'est parce qu'un espion a repéré ces documents entre les mains de gangsters que nous avons compris qu'ils avaient été volés. Pas le contraire. Quelle est la nature des documents volés? Non mais attendez, il y a plus d'un millier de documents là-dedans. Vous ne croyez tout de même pas que je me suis amusé à tout lire? Ce ne sont que des références à mes yeux. Pouvez-vous au moins me donner l'intitulé? C'est forcément sur votre registre, ça. Écoutez, allez donc voir mon supérieur hiérarchique, le colonel Bay. Moi, j'ai du travail. L'interrogatoire se poursuivit donc dans le bureau du colonel Bay. C'était un homme âgé, au visage sévère. Vous vous doutez bien qu'une enquête a déjà été menée en interne, mais elle n'a rien donné. Je vous serais donc reconnaissant de vous en tenir au rapport de notre espion et d'enquêter sur les gangs. Une fois le coupable trouvé, nous remonterons la cause, ne vous en faites pas. Je vais pour cela avoir besoin de plus amples informations. Que contenaient ces documents? Cette information est confidentielle. Qui d'autre, à part vous et Big Seal, a accès à ces documents? La question est sans intérêt. Vous êtes conscient que vous ne me facilitez pas la tâche? De toute façon, ces documents peuvent provenir de n'importe où. Il y a des centaines de rédacteurs, et il arrive parfois que nos ingénieurs nous demandent l'accès à certains documents pour leurs études. Et dans ce cas précis, quand ce document a-t-il été sorti de la salle des archives pour la dernière fois? Attendez, je vérifie dans le registre. Un silence pesant s'installa. Il sortit un vieux cahier d'un tiroir et le scruta pendant de longues minutes. 1946, par un expert en armement. Et vous vous doutez bien que nous veillons à chaque fois à récupérer l'intégralité de nos documents. Pourrais-je savoir qui est l'expert en question? Cette information est confidentielle. Bien sûr. Bon, eh bien merci. 3 heures de l'après-midi, de retour à leur bureau. Ce qui m'énerve, Roll, c'est qu'ils auraient très bien pu l'un comme l'autre monter ce coup-là. Auquel cas, il n'y aurait même pas de gang impliqué dans cette affaire. Vous oubliez le rapport de l'espion. Oui, je sais bien. De toute façon, à présent, nous n'avons plus d'autre choix que d'aller dans le West Quay. Et ça, j'ai pas envie. Quelqu'un frappa à la porte. Un capitaine de l'armée entra dans la pièce. Il devait avoir à peu près le même âge que Bay, mais son visage semblait bien plus sympathique. « Excusez-moi, bonjour. Je vous ai vu tout à l'heure, à la CIA. J'ai une info à vous communiquer. » Ah, parfait, très bien. Asseyez-vous, je vous en prie. Les deux hommes s'assirent en même temps, face à face. Roll resta debout, le capitaine lui ayant pris sa chaise. « Ce n'est pas grand-chose, mais je sais d'où viennent les documents que vous recherchez. Je seconde Big Seal dans l'archivage de documents, et j'ai vérifié par moi-même ce qu'il manquait après avoir vu le rapport de l'espion. Il s'agit en fait de documents trouvés à la fin de la guerre, dans un camp de concentration près de Strasbourg, en France. Je n'étais alors qu'un sous-officier, sous les ordres du colonel Bay, que vous avez vu tout à l'heure. C'est nous qui avons pris ces documents aux nazis, documents concernant l'armement.
Moi, je ne les ai pas eus en main. Mais le colonel Bay, lui, les a lus. Il sait ce qu'il y a dedans. Nous sommes rentrés aux États-Unis une fois la guerre finie. Et il a rangé ces documents dans les archives, en attendant qu'un expert vienne les analyser. Et c'est tout. Rapport classé sans suite. Le colonel est donc bien impliqué dans cette histoire. J'ai voulu alerter le colonel quant à la nature des documents dérobés, mais il m'a dit que c'était sans importance. Je n'apprécie pas du tout son attitude. Pourriez-vous, s'il vous plaît, ne rien dire à personne au sujet de ma venue ici? Aucun problème. L'inspecteur Jedi prit ensuite la liberté de stopper l'enquête pour aujourd'hui, et ce, afin d'en continuer une autre. Il ne put s'empêcher d'aller à la prison de Whitstock, questionner le directeur quant à la mystérieuse évasion de Platium. Les informations que ce dernier avait laissées à l'agent Roll étaient bien trop maigres à son goût. Hélas, il n'apprit pas grand-chose de plus. Le soir venu, Jedi eut le sommeil agité. Son vieil ennemi le tourmentait. L'inspecteur Jedi ne fut pas le seul à avoir un problème de sommeil. Durant cette même nuit, Antoine faisait un nouveau cauchemar. Il marchait au milieu d'une grande halle, où étaient allongés, sur le sol, des dizaines de cadavres d'hommes, femmes et enfants, tous totalement nus. C'est alors que, au bout de la halle, une grande porte s'ouvrit, faisant jaillir un mur de feu. Au milieu des flammes, comme sorti tout droit des plus profonds des enfers, la statue d'un ange d'une incroyable beauté apparut. Celle-ci était comme sculptée dans de l'ambre pur et parsemée d'or. Elle inspirait à la fois beauté et terreur, jalousie et séduction, comme si elle transcendait le bien et le mal. Sa peau ambrée, translucide, et ses dorures reflétaient les flammes du brasier, lui donnant un aspect toujours plus flamboyant. L'ange finit par se faire consumer par les flammes. Non pas qu'il en fût victime. Il cherchait, bien au contraire, à alimenter ce feu destructeur. À mesure que la statue disparaissait à l'intérieur du brasier, le mur de flammes grandissait. Comme animé d'une nouvelle volonté, il se mit à avancer, brûlant tous les corps qui se trouvaient sur son passage, et se dirigea vers Antoine, qui se réveilla en sursaut. Une fois de plus en sueur, Antoine quitta son lit et sortit de sa chambre. Il se dirigea vers le placard où se trouvait sa bouteille de whisky. Il ne prit pas le temps d'allumer la lumière. Il lui fallait son calmant et vite. La noirceur de la nuit lui convenait parfaitement. Mais alors qu'il arrivait dans le séjour, il aperçut dans l'ombre de la pièce la silhouette d'un homme qui fouillait dans ses tiroirs. « Hey, qui êtes-vous » cria-t-il au cambrioleur. L'homme se retourna et dégaina un pistolet. Antoine ne perdit pas une seconde de plus. Il recula rapidement pour se réfugier dans sa chambre. L'homme non plus ne réfléchit pas. Il tira. Fort heureusement pour Antoine, il le manqua. Le voleur poursuivit alors Antoine jusque dans sa chambre, mais Antoine semblait avoir disparu. Son ravisseur aperçut néanmoins que la fenêtre était ouverte. Antoine s'était échappé par la fenêtre et descendait à présent à l'aide de l'échelle de secours. Puis, il s'enfuit à toute vitesse, courant en pyjama dans cette rue sombre et étroite de l'est du Westgate. À la fenêtre, l'homme, qui n'était autre que le mystérieux Platium, le regardait s'enfuir. Plus au centre du quartier, à leur domicile, Tib et Amelia dormaient paisiblement dans leur appartement. Ils furent soudainement réveillés, en sursaut, par quelqu'un qui frappait frénétiquement à leur porte. Tu vas voir, Tib? Non, mais c'est qui le crétin qui frappe à cette heure-là? Tib ne prit pas le temps de s'habiller et alla ouvrir la porte en slip. Il s'agissait de son ami Antoine, qui le regardait avec des yeux de chien battu. Vous pouvez m'héberger ? 14 septembre, 9h du matin.
Dina, Chris et Koskov s'étaient pris une petite chambre d'hôtel, non loin de l'endroit où leur jet avait atterri. Si Dina avait été engagée pour cette mission, c'est parce qu'elle exerçait, au sein du KGB, la profession de détective. Et elle était la meilleure dans son domaine. Quant à Koskov et Chris, c'était très simple. Le contenu de leur énorme valise parlait pour eux. Se trouvait la crosse, chargeur, canon, munitions, etc. Bref, une mitraillette en pièces détachées, prête à être montée. Sans oublier de nombreux pistolets de taille plus modeste, et des couteaux aussi. Bon, vous avez une idée de par où commencer pour retrouver les types qui ont fait le coup? Oui, si ce sont vraiment des mecs de gang qui ont fait le coup, il suffit d'aller vous balader dans les quartiers chauds. Trouvez le chef et posez-lui directement la question. 1h de l'après-midi. Ah, ce brave loup. C'était incontestablement lui le chef des quartiers chauds. Mais il n'était pas facilement impressionnable, le bougre. Pas sûr qu'il suffise de simplement lui poser une question pour qu'il vous réponde. Il était plutôt du genre à agir selon son bon vouloir, non à la commande. De toute manière, il n'était pas encore certain que 4 de ses hommes lui jouaient des coups en douce. Et il s'imaginait encore moins que ces 4-là avaient réussi à se mettre à la fois la CIA et le KGB à dos. Bien loin et insouciant de tout cela, il était en ce moment même dans son appartement du West Quay et jouait une petite partie de poker avec son acolyte Ooms. Il avança une pile de jetons vers le centre de la table. Mecouth. Sale fiotte. Le téléphone sonna. Lou jeta le paquet de cartes sur Ooms. Tiens, distribue, et ne t'avise pas de tricher. Lou quitta le salon et alla répondre au téléphone qui se trouvait dans la cuisine. Ouais. C'est Bixil. Je ne sais pas si le hasard fait bien les choses, mais le destin, lui, a le sens de l'humour. Bixil était un homme pour qui l'argent n'a pas d'odeur. Son grade de commandant à la CIA lui procurait certaines facilités pour sortir des armes. Armes qu'il revendait ensuite aux gangs, sans la moindre considération morale. Morale et argent ne font pas bon ménage. Et la vente d'armes au marché noir était un commerce bien trop lucratif pour que l'on s'attarde sur des problématiques d'ordre éthique. Durant la période noire de Woodstock, à l'époque où les chefs de gang s'entretuaient pour la suprématie du West Quay, c'était Bixil qui était leur fournisseur à tous. Il avait alors gagné beaucoup d'argent. Bixil était en quelque sorte le marchand de la mort. Mais aujourd'hui, Bixil était dans la merde jusqu'au cou. Et l'ironie dans toute cette histoire, c'est que ses braqueurs l'avaient braqué avec des armes qu'il avait lui-même vendues à Lou. Et ça, Bixil le savait. Lou n'y était pour rien dans cette affaire. Bien qu'il eût des soupçons quant à la loyauté de Pyro, Tols, Tib et Antoine, il était très loin d'imaginer que ces 4-là aient pu braquer son fournisseur. Quant à Pyro, Tols, Tib et Antoine, il ne se doutait pas un instant que Bixil était le fournisseur de Lou. Et voilà, la boucle était bouclée. Mister Bixil, quelle surprise. Que me vaut votre appel? Je n'ai pas souvenir avoir passé commande récemment. Ferme-la et écoute au lieu de faire le malin. Une bande de 4 connards sont venus me braquer à mon domicile. Et alors? C'est de ma faute peut-être? J'en ai rien à foutre que ce soit de ta faute ou pas. Ce sont sûrement des mecs de ton quartier. Alors tu vas me les retrouver et fis ça. Et puis quoi encore? T'as cru que j'étais flic? Écoute-moi bien, espèce de sale petit enfoiré de merde. Si tu ne fais pas ce que je te dis, tu iras voir ailleurs la prochaine fois qu'il te faudra des munitions. Je donne pas cher de ta peau sans moi. Ok, c'est bon. Pas la peine de s'énerver comme ça. Bon, 4 types tu m'as dit? Oui. Qui ont volé 4 valises. Retrouve les valises et apporte-les-moi. Par contre, fais vite. Mes collègues, ainsi que des Russes, sont aussi sur le coup. Tu dois absolument les retrouver avant eux. Des Russes? Bon ok, ça marche. J'en fais mon affaire. Ah oui, une dernière chose. Quand tu auras retrouvé les mecs qui ont fait le coup, fais-les bien souffrir avant de les tuer. Mais ce sera avec plaisir, tu peux compter là-dessus.
Si les 4 types qui ont fait le coup sont ceux auxquels je pense, j'ai une histoire personnelle à régler avec eux. Rien à foutre. Retrouve-les. Chris et Koskov erraient à présent dans les rues du Westquay. Ils accostèrent un jeune adolescent du quartier, assis sur les escaliers de l'entrée de son immeuble, essayant de s'allumer une cigarette malgré le vent. Qui est le chef dans ce quartier? D'où tu me parles, toi? On se connaît? Qui est le chef dans ce quartier? Reprit Chris en mettant une claque au garçon. Aïe! Il s'appelle Lou. Où habite-t-il? Réponds, avant que mon ami Chris ne perde à nouveau patience. Dans leur appartement, Lou et Ooms continuaient leur partie de poker. C'est payé. T'as quoi, toi? Couleur. J'ai gagné, dit-il en dévoilant fièrement son jeu. Non, Hubs, non. Combien de fois faudra-t-il que je te le dise? Tu ne peux pas faire une couleur en mélangeant du carreau avec du cœur. Je suis désolé, mais carreau et cœur, c'est rouge. Ce qui veut dire qu'en réalité, c'est une couleur. Donc, j'ai gagné. Soudain, on frappa à la porte. Allez, va ouvrir, va. Au lieu de raconter de la merde. Ooms se leva de son fauteuil et alla ouvrir la porte. Un visage familier de longue date fit son apparition. Mais Ooms ne semblait pas content de le revoir. Hors de ma vue, sous-fifre. Va t'enquérir ton maître. Lou arriva à son tour dans le couloir de l'entrée. Jacob? Ça faisait longtemps qu'on ne t'avait plus vu dans le ghetto. Qu'est-ce qui t'amène? Besoin de drogue? Même les légendes ont leur côté sombre. Jacob Wikoski était considéré comme un héros par les citoyens de cette ville et comme un véritable modèle à suivre par ses collègues de la police. Il était celui qui avait mis fin à la période noire de Woodstock. Mais les héros vertueux et sans reproche, ça n'existe qu'au cinéma. Dans le monde réel, le seul moyen d'arriver à de telles prouesses, c'est de pactiser avec le diable. Et dans le Westquay, le diable se nomme Lou. Pour mettre fin à la guerre des gangs de cette fin des années 40, Jacob avait secrètement conclu un accord avec le dénommé Lou, qui n'était alors qu'un jeune brigand belliqueux. Ce fut grâce à lui qu'il réussit à coincer les anciens chefs, ouvrant ainsi une voie royale à Lou. C'est ainsi que Jacob devint le héros qu'il était aujourd'hui. Quant à Lou, il devint le maître incontesté du Westquay. Mais par là même, le Westquay devint sa prison. Car l'accord entre les deux hommes stipulait clairement que les agissements de Lou resteraient cantonnés à ce quartier, et qu'il en serait de même pour tous ces hommes. Le Westquay fut alors sacrifié, livré aux mains des gangsters de Lou, afin d'assurer la paix dans le reste de la ville. Mais ce pacte venait d'être rompu, après tant d'années, et ce malgré Lou, par 4 jeunes braqueurs dont l'insouciance leur avait fait pousser des ailes. Eh bien, il m'amène qu'un braquage a eu lieu à la CIA. Les documents militaires ont été volés et j'ai toutes les raisons de croire que ce sont des types de ton quartier qui ont fait le coup. Aussi, j'avais pensé que je pouvais compter sur ton aide pour les retrouver, en souvenir du bon vieux temps. Et si je refuse de t'aider? Ah, toujours aussi comique, à ce que je vois. C'est bien, c'est très bien ça. C'est important d'avoir de l'humour lorsqu'on vit dans l'Ouest. Toutefois, s'il s'avère qu'en réalité tu es sérieux dans ton propos, dans ce cas, ce ne sera pas compliqué. Je te démantèlerai dès demain ton sale petit trafic de merde. Alors là, tu vas... Je n'ai pas terminé. La seule raison pour laquelle tu n'es pas déjà derrière les barreaux, c'est parce que c'est moi qui le veux bien. Toi, tu fais ton argent dans le quartier comme bon te semble. La seule chose que je te demande en échange, c'est de garder le contrôle des mecs qui vivent ici. Qu'ils ne viennent pas foutre la merde ailleurs. Maintenant, si tu me dis que tu n'en seras pas capable, notre accord sera simplement abandonné. Ancien, antique, archaïque, démodé, dépassé, désuet, caduc. Il y eut un long silence gênant. Lou finit néanmoins par lui répondre. Je vais retrouver tes 4 mecs. Jacob afficha un grand sourire de satisfaction et inspira profondément. Voilà, je savais que je pouvais compter sur toi. Bien. Maintenant, si tu as de la résine de cannabis à m'offrir, je suis preneur. J'ai le sommeil agité en ce moment. Après avoir conclu leurs petites affaires, Jacob quitta l'appartement. Lou s'en retourna au salon,
Fou de rage, il envoya un énorme coup de pied dans sa fragile table basse, renversant avec elle les cartes et jetons de poker qui se trouvaient dessus. Ah, on ne joue plus alors ? Lou avait eu la belle vie ces 3 dernières années. Mais tout a un prix. Lou savait que tout risquait de basculer pour lui s'il ne faisait pas ce qu'on lui demandait. Quelqu'un frappa à nouveau à la porte. Va ouvrir, Hobbs. Ooms se rendit dans l'étroit couloir et ouvrit la porte. Mais avant même qu'il eût le temps de réagir, le colossal Chris, qui se trouvait juste derrière, lui administra un violent coup de poing au visage. Ooms tomba par terre. Chris se jeta ensuite sur ce pauvre Ooms et se mit à le secouer au sol. Parle! Tu vas parler, oui? Koskov se jeta sur Chris. Attends, Chris, on n'y a pas encore posé de questions. Oups, pardon. Lou fit une entrée précipitée dans le couloir. Mais c'est quoi ce bordel? C'est toi, Lou? On a hâte de parler. Des valises ont été volées par des gangsters la nuit dernière. Du coup, on s'est dit que tu étais peut-être pour quelque chose. Après tout, c'est toi qui commandes dans le coin. Lou comprit qu'il s'agissait des Russes, dont Big Seal lui avait parlé, et qu'il n'était pas là pour rigoler. Ces 2 gars ne semblaient vraiment pas commodes, mais peu importe. Qu'ils soient de dangereux psychopathes, ou bien au contraire, des diplomates bien éclairés, Lou n'en avait cure. Personne ne pouvait le défier impunément ici. Je ne vois pas de quoi tu parles. Et ça ne se fait pas de rentrer chez les gens comme ça. Je vais vous demander de sortir. Ok, je veux bien croire que tu n'as rien à voir là-dedans. Cependant, permets-moi tout de même de fouiller ton appartement, histoire que je vérifie ça par moi-même. Après ça, nous partirons, promis. Koskov n'attendait pas vraiment la permission de Lou. Il passa à côté de ce dernier en l'ignorant totalement. Mais Lou porte toujours un flingue à la ceinture. Et il dort même la nuit avec. Et Lou n'aime pas vraiment être pris de haut. C'est pourquoi il dégaina subitement son arme et la pointa en direction du Russe. Je crois que t'as pas bien compris à qui tu as affaire là. Comme tu l'as dit, ici c'est moi qui commande. Chris sortit à son tour son arme et la pointa vers Lou. Les 3 hommes se regardèrent, parfaitement immobiles. La tension montait. Bon, et maintenant on fait quoi? On meurt tous les 2? Ce serait vraiment trop bête, tu ne crois pas? Dis-lui de lâcher son arme. Pourquoi lui? Pourquoi pas toi? Si tu n'as vraiment rien à voir dans cette histoire, tu n'as rien à craindre. Là n'était pas la question pour Lou. Qu'il ait à voir ou pas dans cette histoire n'y changeait rien. Il était ici question de fierté. Ces 2 types lui avaient profondément manqué de respect, et ils allaient le payer. Après un court instant de réflexion, Lou lui répondit. Je te propose un marché. Laisse-moi 2 jours et tu auras tes valises. Si elles sont vraiment dans le Westgate, je les trouverai, crois-moi. Il faut parfois comprendre qu'on n'a pas le choix. Ok, ça me va. Koskov fit signe à Chris de baisser son arme. Puis, sans dire un mot, ils quittèrent tous 2 l'appartement du truand. Une fois dans la cage d'escalier, Chris questionna. Bon, donc ce n'est pas lui qui a les documents en fait. Ce n'est peut-être pas lui, mais on va le surveiller quand même. Il se pourrait bien qu'il en sache plus que ce qu'il prétend. Dans l'appartement, Ooms, couvert de sueur, les joues rosées et encore tremblants, se relevait à peine. Mais je croyais qu'il fallait justement pas donner les valises aux Russes. Je sais, pour qui tu me prends. Ils ont voulu jouer, on va jouer. Quand ils reviendront chercher les valises, je saurai les accueillir. Ils vont regretter de m'avoir manqué de respect. Pendant ce temps, dans les rues du Westgate, 2 membres de la police de Woodstock menaient l'enquête. L'inspecteur Jedi, avec son chapeau fedora et son grand imperméable beige flottant au vent, était accompagné de l'agent Roll, avec sa veste en cuir et sa coupe de cheveux de premier de la classe. Tous 2 arpentaient ces rues malfamées à la recherche d'indices. Mais rien. Cela faisait des heures qu'ils cherchaient au hasard, dans l'espoir de rencontrer la chance, qui ne s'était jusqu'alors pas présentée. J'en ai marre. Cette journée fut totalement improductive. J'ai remarqué que l'eau du canal était très haute aujourd'hui. Jedi s'accorda un petit instant de réflexion politique. Et pourquoi ce sont toujours les gens du Westgate qu'on accuse dès qu'un délit est commis?
Tous les collègues semblent dire que tout ce qui se fait voler finit ici. Ouais, certains clichés sont peut-être vrais. Mais croyez-en mon expérience, les pires truands de cette ville sont en col blanc. Il fit 3 pas en avant, l'air songeur, avant de stopper net. Bon, j'en ai ma claque de cette journée. Venez, Roll, je vous paye un verre. « 4 heures de l'après-midi. Le Café des Sports était situé dans le nord du Westgate, au cœur de la zone afro-américaine. Le Westgate était un quartier, divisé lui-même en 3 sous-ensembles. La population y était répartie selon des critères raciaux. Les Noirs se trouvaient au nord, frontière avec Factory Town. Les Portoricains étaient au sud-ouest, frontière avec le Golden Queen. Et enfin, les Blancs au sud-est, frontière avec le Running. Cette ségrégation avait été l'un des moteurs de la guerre entre les différents gangs lors de la précédente décennie. Effet étrange mais salutaire de l'arrivée au pouvoir de Lou, les tensions entre ces différentes communautés étaient aujourd'hui apaisées. Désormais, le Westgate, sinistré et oublié de tous, se taisait dans l'ombre de Woodstock City. Il faisait seul face à la lumière du reste du monde. À cette heure de l'après-midi, et comme chaque après-midi, il était noir de monde. C'était là que les jeunes du Westgate venaient écouler tout le temps qu'ils avaient à perdre. Faut dire qu'un tiers des jeunes du Westgate n'avaient que de petits emplois précaires, à temps partiel. Le tiers suivant travaillait en horaire décalé dans les usines de Factory Town, non loin de là. Et enfin, le tiers restant était tout simplement sans emploi. Cette misère sociale faisait le bonheur du Café des Sports qui voyait sa salle bondée tous les jours. Noire de monde et grise de fumée. En effet, toutes ces cigarettes allumées et consumées en même temps formaient une épaisse brume à l'intérieur de l'établissement. Pyro, Tols, Tib et Antoine étaient à l'intérieur de ce nuage. Tols et Tib faisaient une petite partie de billard. Tols portait un petit pantalon noir à bretelles, une chemise rouge cramoisie, un nœud papillon noir et une casquette en tissu noir posée sur sa petite tête bien ronde. Tib était vêtu d'un pantalon et d'un chemisier beige, sous lequel se trouvait une chemise blanche et une cravate. Cigarette en bouche et canne en main, un œil fermé pour mieux viser, Tib était sur le point de jouer. Se trouvait au bord du billard un cendrier dans lequel se consumait lentement la cigarette d'on ne sait qui. Appuyé à l'autre bout du billard, Antoine observait la partie. Assis sur un petit tabouret, la gorge et les yeux irrités par la fumée. N'ayant pas pris le risque de retourner chez lui, il portait les vêtements de Tib. Antoine est bien plus maigre que Tib. Mais Tib portant toujours ses vêtements moulants, cela ne choquait pas sur Antoine. Pendant ce temps, assis seul à une petite table ronde à proximité, Pyro regardait les résultats sportifs dans le journal. Il avait un pantalon gris à carreaux, une casquette en tissu avec les mêmes motifs, et son débardeur blanc qui lui permettait d'exhiber muscles, poils et chaînes en or. Tib tira dans sa boule. Putain, j'en ai marre. On est millionnaire, on n'en profite même pas. Alors que je pourrais déjà avoir une putain de baraque, une putain de moto, m'acheter des putains de sapes, faire des putains de soirées. Mais non, nous on reste là, au milieu de tous ces cassos. Sauf qu'on ne peut pas se permettre de se faire remarquer. Si on s'affiche comme t'as envie de le faire, ça ne sera pas long qu'on fasse le rapprochement entre nous et les différents braquages. Tols semblait faire une pause dans la partie de billard. Ouais, mais ça rend fou. Ça veut dire qu'on a fait tout ça pour rien? J'en peux plus, moi, de devoir toujours me cacher de Lou. Mais on l'emmerde, Lou. Qu'est-ce qu'il peut faire contre nous maintenant, de toute façon? On est 100 fois plus riches que lui. On engage des mecs pour le buter, ou bien on déménage à Miami ou en Californie. Puis là, il ne nous retrouvera jamais. En plus, il y a le soleil. Ce n'était pas tellement un Lou que je pensais, à vrai dire, mais plutôt aux flics. Comment t'expliques, toi, que 4 mecs du Westgate se retrouvent soudainement millionnaires? Mais tu pouvais pas y penser avant, ça? Je veux dire, si on fait tous ces braquages, c'est bien pour profiter du pognon. Il y eut un bref silence. Bon les gars, j'ai une idée. À l'époque où mon père avait encore sa boîte, il avait son comptable. Il arrivait avec ce comptable, fasse de temps à autre un peu de blanchiment d'argent en échange d'un peu de fric. Je sais où il habite ce mec.
Si on le paye pour ça, je suis sûr qu'il trouvera une solution à notre problème. Jedi et Roll étaient en train de prendre un verre au bar. Roll buvait une bière brune à la mousse épaisse, tandis que Jedi dégustait un bon bourbon. Vous pensez qu'on va trouver une piste dans ce coin? Je n'en sais rien, Roll. Pour être franc, cette affaire me dépasse un peu. Je crois bien que c'est la première fois que je me sens autant largué dans une enquête. Ne vous inquiétez pas, ça n'enlève en rien à votre réputation. Vous êtes un excellent flic, et ça, tout le monde le sait. Notre but, c'est avant tout de faire régner l'ordre. On est un peu comme le code de la route. Sans nous, il y aurait beaucoup plus d'accidents. Vous picolez trop, agent Roll. Durant l'heure qui venait de s'écouler, Ooms s'était rendu à la maison close du Westgate. La partie de poker et sa rencontre avec les Russes l'avaient quelque peu chamboulé, et il avait besoin de décompresser. Après avoir fait ses petites affaires avec une des femmes, il alla prendre un verre au bar de l'établissement. Là, il surprit une conversation entre deux femmes en sous-vêtements, assises au bar. Oui, moi je suis sûre que c'est Antoine et ses potes qui ont fait le coup chez Bixil. Il avait peut-être une cagoule, mais je l'ai quand même reconnu avec sa corpulence. Et comme par hasard, Jenny qui n'était pas dans la pièce à ce moment-là. J'imagine mal Antoine faire un coup pareil. Il est si gentil et si chétif. On a envie de le prendre dans les bras. Moi je suis contente quand il vient ici. Ça change de tous ces vieux pervers qu'on a habituellement. Oui, tu le connais mal. Jenny m'avait un jour raconté qu'à une époque, elle lui donnait régulièrement des infos sur ses clients les plus riches pour qu'il aille ensuite les cambrioler. C'est pour ça que je suis sûre que c'est lui qui a fait le coup. Ooms quitta l'établissement et s'en alla rejoindre Lou à l'Iron Way. Une Caribbean cabriolet beige était garée non loin de l'Iron Way. Les deux Russes, Koskov et Chris, étaient à l'intérieur du véhicule. Ils aperçurent Ooms entrer dans le pub. Tiens, voilà le deuxième qui se pointe. Mais côté passager, Chris ronflait. Koskov le réveilla d'un coup de coude. Putain, Chris, sois attentif à ce qui se passe, merde, hein. Lou se trouvait au sous-sol, seul, dans la salle des combats, sombre et vide. Il faisait passer sa rage sur un sac de frappe qu'il cognait violemment. Chacun de ses coups résonnait dans cette vaste salle et faisait trembler les murs. Ses veines apparentes gorgeaient de sang ses bras musclés. Il détestait Bixil et Jacob, et il avait envie de buter du Russe. Ooms s'approcha d'un air innocent. Ils sont toujours devant. Qui ça? Les deux Russes. Ils me suivent partout. Ces enfoirés. Va falloir qu'on s'en occupe. J'ai un truc à te dire. Ooms lui raconta la conversation qu'il avait surpris entre les deux prostituées. Putain, je le savais. Maintenant, il n'y a plus de doute possible. Ils se sont bien foutus de ma gueule, ces enculés. Je vais les crever. On va les souper maintenant alors. Va chercher les autres et dis-leur de me ramener ces 4 petits merdeux ici. Au café des sports, la colère grondait. Non mais c'est pas possible, putain, mais vous pigez rien, ma parole. Je vous dis que ce type c'est un expert en la matière. Il nous blanchira la totalité de l'argent. C'est pas un problème pour lui. Et on peut savoir comment il va s'y prendre? Mais j'en sais rien, moi, je suis pas comptable. Moi, je n'ai pas confiance. Tib agitait ses bras dans tous les sens. Tu veux jamais rien faire, toi, de toute façon. Pierrot, lui, était en train de comparer son ticket de jeu aux résultats sportifs dans le journal. Mais putain, fais chier! J'ai encore perdu! M'en fous, je rejoue en ticket. Je vais me refaire là, les gars. Non mais on s'en branle de ton ticket de merde, mec. Putain, mais le mec est millionnaire et il continue de nous faire chier avec ses tickets. Si t'es pas content, c'est pareil, ok? Bon, et pour le comptable, on fait quoi alors, Antoine? Tib cherchait désespérément un allié en la personne d'Antoine. Antoine, toujours affalé sur le bord du billard, releva la tête. Bah, moi, pour une fois, je suis assez d'accord avec Tols, en fait. C'est trop risqué et ça mettrait une personne de plus dans la confidence. Et ça, c'est hors de question. Bon, allez, c'est bon, vous me saoulez tous, là, je me casse. Vexé, Tib quitta le bar. Roll et Jedi étaient quant à eux toujours accoudés au comptoir. Face à eux, le patron du café, un vieil afro-américain fort élégant, aux cheveux poivre et sel,
lisait son journal. Vous avez vu ça? L'Union soviétique a entamé une série de tests nucléaires dans le Pacifique Nord. Waouh! Je sais pas si c'est très bon pour les poissons, ça, hein. Si ça continue, ce sera bientôt la 3e guerre mondiale, ouais. Le patron s'éloigna pour aller servir un autre client qui lui faisait signe à l'autre bout du comptoir. Quant à Jedi, il cogitait à voix haute. L'Union soviétique. Roll, dites-moi ce que vous pensez de ça. Le colonel Bay s'est emparé de ces documents, afin de les revendre à un prix défiant toute concurrence à une puissance étrangère, comme l'Union soviétique. Vu qu'il a accès aux archives, c'est très facile pour lui. Puis il a créé un faux rapport d'espion, relatant que c'était l'œuvre d'un gang, afin de nous mettre sur une mauvaise piste. Là encore, vu son rang, c'est un jeu d'enfant pour lui. Pourquoi s'embêter à créer un faux rapport d'espion, puisque c'est justement ça qui a alerté tout le monde? Oui, vous avez raison, ça ne tient pas la route. Mais c'est comme si toute notre enquête nous était dictée par le rapport d'un mystérieux espion que personne n'a jamais vu. Il réfléchissait tant que cela semblait lui donner mal à la tête. Où était-ce le whisky? Sauf si Bay s'est servi de gangsters comme intermédiaire et que ces derniers l'ont doublé. Dans ce cas-là, le rapport de l'espion serait authentique. Ce qui veut dire que les hommes que nous recherchons ne sont pas loin. Peut-être plus près qu'on ne le pense. Roll fut alors bousculé par Pyro, qui cherchait à accéder au bar. Oups, excusez-moi. Non mais y a pas de mal. Patron! Encaisse-moi le ticket là, s'il te plaît. De son côté, Tib était pratiquement arrivé chez lui. Il arpentait l'avenue principale du West Quay, marmonnant des jurons destinés à ses compagnons. Arrivé devant son immeuble, il aperçut, au loin, 2 hommes de main de loup marchant dans sa direction. Il eut un mauvais pressentiment. Il courut alors à l'intérieur de son immeuble et grimpa jusqu'à son appartement à toute vitesse. Là, il aperçut Amelia qui sortait des vivres d'un panier. Ah, tu tombes bien. Je viens de faire les commissions, tu vas pouvoir m'aider à tout ranger comme ça. Laisse ça, faut qu'on sorte d'ici. Ah non, t'es chiant, hein. Qu'est-ce qui se passe encore? Pose pas de questions et viens. Tib attrapa sa compagne par le bras et l'emmena de force. Ah, mais Tib, tu me fais mal! Ils quittèrent tous deux l'appartement. Tib l'emmena vers le fond du couloir. Puis, ils tournèrent à l'angle pour se cacher derrière le mur. Tu vas me dire ce qui se passe? Tib lui mit aussitôt la main devant la bouche. Les 2 hommes arrivèrent devant l'appartement de Tib, sortirent leurs armes, entrèrent et commencèrent à chercher. Personne ici. Ok, allez, on se casse. Lou et Ooms étaient toujours dans le sous-sol de l'Ironway. Les 2 hommes de main de Lou arrivèrent de chez Tib. Désolé Lou, on les a pas trouvés, ils sont pas chez eux. Alors continuez de chercher. Lou n'avait pas l'habitude d'être contrarié. Il détestait cette sensation. Un 3e homme de main arriva à son tour. J'ai été demandé aux jeunes du quartier. Ils les ont croisés au café des sports. Ok. Allez, venez tous avec moi. On a des petits connards à torturer. À l'extérieur, Chris et Koskov attendaient toujours dans leur voiture. Je commence à en avoir vraiment marre de rester planté là, c'est chiant. En plus de ça, j'ai envie de chier là. Je crois que je vais aller faire caca dans une ruelle là-bas. Mais à cet instant, les 5 gangsters sortirent de leur pub et s'en allèrent d'un pas rapide et assuré. Ah, désolé Chris, mais tu vas devoir te retenir. Et merde! Pyro, Antoine et Tols étaient toujours dans le café des sports. Tib entra alors hâtivement. Il avait l'air paniqué. Les gars, faut qu'on se planque, vite. Interpellés par les paroles affolées que Tib venait de prononcer à voix très haute, Jedi et Roll se retournèrent, afin d'observer ce qu'il se passait. Qu'est-ce qui t'arrive toi encore? Mais les mecs de Lou nous cherchent dans tout le quartier, à mon avis, ils doivent se douter d'un truc là. On peut pas rester là, il faut qu'on se casse. J'ai dit à Amélia de retourner vivre chez ses parents quelques temps, le temps que ça se tasse. Ce n'est pas la première fois non plus que Lou envoie ses hommes chez nous. Ils ne trouveront rien, de toute façon. Et sauf que là, je les ai vus armer leurs pistolets au moment d'entrer chez moi. Et les jeunes du quartier m'ont dit que les mecs nous cherchent partout, faut qu'on se tire. Un mec armé est venu chez moi l'année dernière. Tib a raison, on ne peut plus rester ici. Allez, venez, on se casse. Tib se dirigea vers la sortie. Mais en ouvrant la porte, il se retrouva nez à nez avec Lou. C'était très mauvais signe. Et ça, Tib le savait.
Lou ne se promène jamais de jour dans l'West Quay. Et la dernière fois qu'on l'avait vu sortir de jour, un meurtre avait eu lieu. Non mécontent d'avoir trouvé ses futures victimes rapidement, Lou s'adressa à Tim. Tu vas où toi comme ça? Personne ne sort, on a des choses à se dire. Il se tourna vers ses 3 hommes de main. Vous restez à l'extérieur, ne faites entrer personne, et si les Russes se pointent, descendez-les. Puis, Lou et Holmes sortirent leurs armes et entrèrent dans le café. L'ambiance agitée qui régnait dans l'établissement s'estompa instantanément pour laisser place à un silence de mort. Holmes referma lentement la porte derrière lui et les 2 gangsters s'approchèrent des 4 amis. Alors comme ça, on essaie de m'écarter des bonnes combines à ce que je vois. Vous savez très bien que j'ai horreur de ça. Ce n'est pas la première fois en plus que vous me faites un coup dans le genre. Pourtant, moi j'ai toujours été correct avec vous. J'ai sécurisé ce quartier pour que vous ne vous fassiez pas emmerder par les autres gangs. Mais vous en avez profité pour n'en faire qu'à votre tête, croyant que tout était permis. Vous avez abusé de ma gentillesse. Mais maintenant, c'est fini tout ça. Le souci avec vous, c'est que vous n'avez pas su vous arrêter à temps. Vous êtes trop gourmand. Braquer la maison de Big Seal, mais vous n'avez vraiment rien dans le crâne, ma parole. Toujours accoudés au bar, les 2 policiers jubilaient intérieurement. C'est eux qu'on recherche, chef. Attendons encore un peu de voir ce qui se passe. Lou s'approcha d'Antoine. Une idée à la con comme celle-là, ça vient de toi ça encore? Tu te prends pour qui? Robin des Bois? Lou le frappa violemment à l'estomac. Petite tapette, va. Antoine se courba en 2 sous l'effet de l'impact. Plus moyen de se redresser. Il ressentait une vive douleur abdominale et éprouvait des difficultés à respirer. Les autres personnes présentes en salle avaient toutes reculé d'un pas. Les gorges se nouèrent. Tous redoutaient le pire à présent. À votre avis, qu'est-ce qui fait que mon business marche dans ce quartier depuis tant d'années, hein? Je connais les limites à ne pas franchir. Je m'attaque jamais à plus riche ou plus puissant que moi. Et je respecte les différents territoires de cette ville. C'était à présent de Pyro qu'il s'approchait. Pyro, tu m'as profondément déçu. C'est moi qui t'ai formé, putain. Je t'ai tout donné. J'ai fait de toi un champion. C'est grâce à moi si aujourd'hui tu es une idole pour tous les jeunes du West Quay. C'est grâce à moi si tu baises autant de femmes. T'es un mec fort et intelligent. Ensemble, on aurait pu accomplir de grandes choses. Mais toi, tu as préféré me trahir. Tu m'as doublé en t'associant à ces 3 pauvres merdes. Écoute, Lou, on va arranger tout ça, d'accord? On a merdé, c'est vrai. On a effectivement fait pas mal de braquages ces derniers temps et ramassé un tas de pognon. Alors on va te reverser un impôt qu'on te doit et on sera quitte comme ça. Ok? Non, pauvre taré. On ne sera pas quitte du tout. En vous attaquant à Big Seal, c'est moi que vous avez mis dans la merde. Il veut ces documents. Où sont ces documents? Les documents? T'es au courant de ça? On s'en branle, nous, des documents. On te les donne si tu veux. Bon, ok, c'est le moment. Jedi sortit son arme et son insigne de police et bondit du haut de son tabouret. Messieurs, police, que personne ne bouge. Jedi et Roll tenaient en joue Lou, Holmes et les 4 braqueurs. Tous 2 affichaient un visage fort sérieux. Ils fixaient les gangsters sans cligner des yeux. Bien que Jedi brandît fièrement son insigne, Lou semblait avoir du mal à réaliser. Il ne laissa paraître aucune réaction. Tiens, des poulets. Il s'approcha de l'inspecteur Jedi. Écoute mec, va jouer ailleurs. Ici, tu es chez moi. C'est vous qui allez m'écouter. Lâchez vos armes et mettez-vous dos au mur. Mais il en fallait plus pour impressionner Lou. Il en avait vu d'autres. Il n'y a pas plus d'1 heure de ça, il avait réussi à virer de chez lui 2 guerriers russes peu commodes. Alors ces 2 flics, aux allures à la fois inoffensives et bienveillantes, ne l'effrayaient pas le moins du monde. Et tu vas faire quoi si on refuse? Nous tuer? Tu t'es déjà servi de ton arme au moins? Tu sais tirer? Moi je connais un tas de gars dans ce quartier qui rêveraient de trouver des flics dans ton genre. Alors un conseil, retournez chez vous. Au même instant,
Dans la rue, le cabriolet des Russes approchait lentement du café. Ces derniers virent que les hommes de Lou montaient la garde à l'extérieur. Koskov comprit par cette mise en scène que Lou était venu chercher là ce que lui-même convoitait. Oh, regarde-moi ça, Chris, il a laissé ses chiens dehors. Comme c'est mignon. Tu t'en occupes? Avec plaisir. Chris sortit une Kalachnikov par le toit ouvrant de la voiture et mitrailla les 3 hommes de main sans réfléchir. Ces derniers tombèrent morts avant même d'avoir eu le temps de comprendre ce qu'il se passait. La vitrine de l'établissement éclata sous l'impact des balles. Effrayé par le raffut et la violence de cette scène, tout le monde à l'intérieur s'allongea sur le sol. Ces Russes étaient décidément de véritables barbares dépourvus d'émotion. Les coups de feu cessèrent. Toujours à terre, Lou releva doucement la tête. C'est alors qu'il aperçut Pyro, Tols, Tib et Antoine prendre la fuite par la porte de derrière. Merde, ils se barrent. Vite, Hobbs, il faut les rattraper. Les 2 hommes se relevèrent et se lancèrent à la poursuite des 4 amis. Et là, arrêtez! Roll se releva et se lança lui aussi à leur poursuite. Non, Roll, revenez, c'est trop dangereux. À son tour, Jedi quitta l'établissement par la porte de derrière et courut derrière son coéquipier. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Devant l'entrée principale, les Russes enjambèrent les cadavres de leurs ennemis. On entendait de petits craquements à chacun de leurs pas sur ce sol recouvert d'éclats de verre. En ouvrant ce qui restait de la porte, Koskov comprit que les types qu'il recherchait avaient pris la fuite. Merde, ils se sont cassés. Vite, Chris, il faut les rattraper. Dans la rue derrière le Café des Sports, nos 4 amis étaient à présent poursuivis par Lou et Humps. Eux-mêmes poursuivis de très près par Roll, lui-même suivi de Jedi. Tout en courant, Lou tourna les épaules afin de regarder derrière lui. Putain de flic de merde! Tira sur le pauvre Roll qui s'effondra sur le champ. Roll! Jedi accourut précipitamment au-dessus de l'agent Roll. Il le tourna et le mit sur le dos. Désolé, chef. Je crois que j'ai merdé là. Jedi lui prit la main. Ça va aller, Roll. Il leva la tête vers les passants. Ces derniers semblaient comme paralysés de peur. Appelez les secours, vite! C'est l'effet de la gravité, ça, chef. Elle nous attire vers le sol. Oui, voilà, c'est ça. La gravité. Respirez, Roll. Respirez. Le teint de l'agent Peter Roll pâlissait à mesure que les secondes passaient. Son corps commençait à grelotter. Ça aura été un honneur, chef. Dites pas de conneries, Roll. Les secours vont arriver. Accrochez-vous. Plus loin, la course-poursuite continuait. C'est alors qu'un bruit de crissement de pneus se fit entendre. Une voiture cabriolet déboula du bout de la rue dans un dérapage totalement incontrôlé. Elle fonçait à présent à toute allure. Chris était debout, Kalachnikov en main, faisant feu à tout va, tel le dangereux psychopathe qu'il était. Affolés, les passants couraient de façon désorganisée en poussant des cris de terreur. Merde, les Russes! Vite, Hobbs! Cache-toi! Lou et Humps bondirent dans une ruelle afin de se mettre à l'abri des balles, abandonnant ainsi la course-poursuite. Les 4 amis, eux, continuaient de courir. Allez les gars, on se sépare! Tib et Tols se lancèrent dans une rue à gauche et Pyro et Antoine dans une rue à droite. La voiture des Russes pila et ces 2 passagers en descendirent hâtivement. Koskov prit la direction de Tib et Tols et Chris la direction de Pyro et Antoine. Pyro et Antoine continuèrent de courir pendant de longues minutes, se dirigeant toujours plus vers le nord, changeant de rue dès que cela était possible afin de semer le Russe. Ils arrivèrent alors dans la zone industrielle de Factory Town. Là, ils se séparèrent à nouveau. Antoine pénétra ensuite sans le savoir dans une impasse où se trouvaient plein de hangars. Il était totalement essoufflé, au point de ne plus pouvoir courir. Il stoppa sa course et regarda derrière lui. Putain, je crois que je l'ai semé. Mais hélas pour lui,
Il s'était réjoui un poil trop tôt. Il ne put prendre le temps de récupérer son souffle que déjà, il aperçut l'imposante carrure de Chris surgir au bout de la rue. Antoine resta figé sur place, comme si, à cet instant, il avait déjà accepté son sort. Chris mit sa kalachnikov en joue. Antoine sentit la main de la mort venir s'emparer de la sienne. Chris tira. Mais au lieu d'un coup de feu assourdissant, on entendit un simple clic. Son chargeur était vide. Antoine avait vraiment cru que sa dernière heure était arrivée. Fort heureusement pour lui, le Russe avait vidé inutilement son chargeur quelques minutes plus tôt. Mais Antoine n'était pas encore tiré d'affaire. Il sentait toujours le souffle de la mort sur son âme apeurée. Ne sachant quoi faire, il observa longuement Chris. C'est alors que le Russe sortit, de l'intérieur de sa veste, un couteau de boucher. Épouvanté, Antoine reprit péniblement sa course. Ce faisant, il vit seulement alors que la rue se finissait en cul-de-sac et que tous les hangars étaient fermés. Pris de fatigue et de désespoir, il tomba sur ses deux genoux. C'en était fait de lui. La partie était terminée. Chris approchait à présent tranquillement de sa proie, couteau à la main, savourant déjà sa victoire, prêt à faire un carnage. Ou plutôt une boucherie, devrais-je dire. C'est alors qu'il sentit une petite tape amicale sur son épaule. Il tourna la tête pour voir de quoi il s'agissait et reçut un violent coup de poing. Pirot les avait discrètement suivis et venait porter secours à Antoine. Chris tomba KO. Pirot aida ensuite son ami à se relever, puis ils s'en allèrent. Une vingtaine de minutes plus tard, Koskov passa à son tour par là. Il aperçut son acolyte assis par terre. Bon, Chris, tu n'as pas bientôt fini de jouer au con. Allez, relève-toi, on se casse. Quoi? Je ne peux pas. Pourquoi? Je ne peux pas le dire. Chris, tu nous fais perdre notre temps là. Et il commence à y avoir plein de flics qui débarquent dans tous les coins. Faut qu'on se casse. C'est quoi le souci? Je me suis chié dessus. « 8 heures du soir. Roll ouvrait lentement les yeux. Sa vue était trouble. Ses muscles étaient engourdis. Il se sentait faible, fatigué. Tout comme sa vue, ses souvenirs étaient flous, tel un rêve qu'on a du mal à se remémorer. Il tâcha de se concentrer davantage sur son corps. Il bougea les doigts de sa main, puis fit légèrement tourner sa cheville. A priori, tout allait bien. Son corps semblait lui répondre. Il tâchait à présent de se concentrer sur ses autres sens et sur son environnement. Il était dans une pièce calme, sombre, chaude. Peu à peu, sa vue redevint nette. Il ne connaissait pas cet endroit. Il ne savait pas où il était, mais il était trop faible pour paniquer. C'est alors qu'il sentit une présence à côté de lui. Il tourna lentement la tête. Ce visage lui était familier, rassurant. C'était le dernier visage qu'il avait vu avant de s'endormir. Jedi, c'était son nom. Et c'était un type bien. C'est alors que Roll sortit enfin de cette phase de somnolence. Tout lui revint. L'enquête sur les documents volés, la course-poursuite et ce loup qu'il avait mis dans cet état. Il comprit également qu'il se trouvait en ce moment même allongé sur un lit d'hôpital et que son collègue était resté là, à ses côtés. Le médecin dit que vous avez eu de la chance, mon vieux. La balle a traversé sans vous toucher d'organes. Par contre, vous avez perdu beaucoup de sang. Vous allez avoir besoin de quelques jours de repos. Voilà qui expliquait son état de fatigue. Ah, c'est trop bête.
Et vous avez réussi à arrêter les bandits? Non, mais j'ai interrogé le patron du bar, qui m'a transmis leur nom. Croyez-moi, nous les tenons. Et c'était donc bien Bixil qui détenait les documents? Oui, reste maintenant à savoir pourquoi. Quoi qu'il en soit, il semblerait que ce Bixil se soit fait rouler par les 4 petits merdeux. Si ces types ne travaillent pas pour le chef du Westquay, pensez-vous qu'il soit possible qu'ils travaillent pour... Grand Maître? Le regard de Jedi passa de la compassion à la pitié. Oh non, Roll, soyez sérieux. Grand Maître n'est qu'une légende urbaine. On dit qu'il contrôle tout dans cette ville. Les gangs, les juges, et même certaines personnes de la police. Je vous dis que Grand Maître n'existe pas. Ce n'est qu'une rumeur dont les petits malfrats de cette ville parlent dans leur banlieue. Maintenant, je vais devoir vous laisser, Roll. J'ai encore du travail. Et croyez-moi, plus que les documents, je vais maintenant tâcher de mettre la main sur ce loup qui vous a tiré dessus. L'inspecteur Jedi retourna au commissariat. La lumière était allumée dans le bureau du chef Jacob. Celui-ci était resté travailler tard, lui aussi, visiblement. Jedi passa devant le bureau de son chef sans s'arrêter. L'apercevant, Jacob bondit dans le couloir et se mit à le suivre, des documents sous pochette à la main. Ah, inspecteur, vous tombez bien, j'ai à vous parler. J'ai fait une recherche dans nos dossiers concernant les noms que vous m'avez donnés. Nos 4 voleurs sont déjà tous connus de nos services. Jedi ne répondit pas. Il entra dans son bureau, accrocha son chapeau et son imperméable au porte-manteau et alla tranquillement s'asseoir sur sa chaise derrière son bureau. Jacob l'observa faire, espérant enfin entendre le son de sa voix. Jedi le regarda longuement à son tour, puis soupira. Sans vouloir vous paraître désobligeant, c'est de Lou dont je souhaiterais m'occuper en priorité. Jacob exhiba ses dossiers. Impossible. Elle est là, votre priorité. Jedi essayait de garder son calme, mais au fond de lui, il était en colère, et il allait avoir du mal à se contenir. Des policiers se font tirer dessus, chef. Combien de temps encore allons-nous tolérer cette zone de non-droit dans notre ville? Ses mains tremblaient. Jacob le regarda, plein de compassion. Hélas, inspecteur, sans vouloir vous décourager, Lawrence Rowe, que tout le monde appelle Lou, a déjà été arrêté de nombreuses fois. Il est à chaque fois relâché. On sait évidemment qu'il a de nombreux hommes sous ses ordres, qui volent, revendent au marché noir et pratiquent le racket. Cependant, il maintient l'ordre dans le Westquay. Et c'est pour cela que les tribunaux le relâchent à chaque fois. Du coup, de temps à autre, on arrête un de ces hommes, histoire de se donner bonne conscience. De bien tristes paroles, surtout venant d'un homme comme vous. Et voulez-vous que je vous dise? Je suis sincèrement désolé, mon vieux. Mais Lou est un moindre mal, croyez-moi. Et que diront les tribunaux lorsqu'ils apprendront que les hommes de Lou s'attaquent à la CIA et volent des documents militaires maintenant? Eh bien, justement, parlons-en. Voici les dossiers de nos hommes. Attention, ça va aller en crescendo, tenez-vous bien. Enthousiaste, Jacob jeta une à une ses fiches. Anthony Tolson, connu de nos services depuis qu'il a 14 ans. À l'époque, il volait des voitures qu'il revendait par la suite. Il avait pris 2 ans avant la guerre. Jeremy Rose, dit Pyro, un ami d'enfance de Tolson. Ils ont grandi dans le même immeuble. C'est un des hommes de main de Lou. Il est agressif, alcoolique, accro aux jeux d'argent et aux femmes. En bref, il a tous les vices. Il avait fait un tour de 6 mois au trou pour violence de rue. Tib Carpenter. Alors là, attention car on part dans du lourd. Dommage, car lui, il partait pourtant bien dans la vie. Gosse d'un riche directeur d'une usine qui a fait faillite à la fin de la guerre. C'est à ce moment-là que Tib a mal tourné et a rejoint un gang nationaliste très violent. Il est l'auteur de nombreux braquages et agressions. Il fut jeté en tôle en 1949 et relâché il y a 3 mois à peine. Comme par hasard, juste avant que la série de braquages de banque ne commence. Son voisin de cellule n'était autre qu'Antoine, c'est comme ça qu'ils se sont connus. Puis, en sortant de prison, ils sont tous deux venus s'installer dans le Westquay, faisant ainsi la connaissance de Tolson et Rose. Et enfin, le dernier, mais le pire, Antoine Noir. Alors lui, contrairement aux 3 autres, il n'a pas un passé de gangster. Mais, accrochez-vous, de terroriste. Il a migré dans notre pays depuis la France à la fin de la guerre. Dans son pays, il était dans la résistance durant l'occupation allemande. Et en arrivant ici, il a continué. Vandalisme, sabotage et même tentative d'assassinat d'un ministre. Il était membre d'un groupe anarchiste, dissous depuis. C'est un homme, disons, très dangereux. Jedi fut alors pris d'une effroyable révélation.
Il pointa son index sur la fiche d'Antoine. Nom de Dieu, c'est lui. C'est lui qui a tout organisé. Je ne sais pas comment il a fait, mais il s'est arrangé pour que Big Seal sorte des documents des bureaux de la CIA. Puis, probablement en manipulant ses amis, il a organisé ce braquage afin de récupérer des informations militaires, probablement pour le compte d'une organisation terroriste. Vous avez tout compris. Maintenant, vous comprenez pourquoi votre priorité est de récupérer ces documents et d'arrêter ce terroriste avant qu'il ne soit trop tard. Jedi devait s'y résoudre. Jacob avait raison. Lou attendra. Il y avait pour l'heure plus grave et plus urgent. Mais cela n'était que partie remise. Pour commencer, je vais alerter la presse, pour que leurs photos soient diffusées dans le journal. Ça remettra un coup de pression, et avec un peu de chance, ils commettront une erreur.